Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets, émission quotidienne qui a lieu tous les matins à 10 heures sur le Forex, les matières premières, les indices, les actions. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous nous retrouvons donc tous les matins à 10 heures en direct pour faire ce point vidéo dans lequel nous allons voir ensemble quelles sont les dernières annonces, les news, les mouvements de marché. Nous allons parler du calendrier économique, puis nous regarderons l'évolution des actifs sur la plateforme de CMC Markets. Le titre d'aujourd'hui est Stand-by en attente de signaux clairs et la raison en est simple. La semaine dernière était la première semaine de l'année, c'était une semaine baissière et violente qui nous a mis la puce à l'oreille sur le fait que l'année 2016 pourrait être une année volatile, tumultueuse et complexe. Cette semaine, nous avons à plusieurs reprises tenté soit de casser les supports et d'accélérer à la baisse, soit de rebondir en direction des résistances sans pour autant réussir à les dépasser. Cela fait en fait maintenant 4 séances que les indices européens, que le CAC 40 et que le DAX principalement évoluent entre des supports et des résistances claires. Certains d'entre eux ont fait des petites mèches, des petits excès sous les supports ou au-dessus des résistances ces deux dernières séances. Ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré une volatilité élevée, il y a une indécision qui est très grande. Il y a l'envie des participants au marché, des traders, que le pétrole rebondisse et que les marchés repartent à la hausse. Mais il y a aussi toutes les craintes géopolitiques, les craintes sur la croissance, les craintes sur les résultats d'entreprise. Et ces dernières ont l'air de peser très lourd dans la balance en cette année 2016, raison pour laquelle il faut être sur nos gardes. Raison pour laquelle aussi je vous invite grandement à attendre que le marché nous donne des signaux clairs. Qu'est-ce que cela veut dire des signaux clairs? Nous allons voir cela dans quelques instants dans notre présentation graphique, mais avant toute chose, je vais vous faire part des dernières actualités. Voici un avertissement sur les risques, je vous laisse en prendre note. J'en profite pour vous redire que je serai absent toute la semaine prochaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 janvier, donc je serai absent du lundi 18 au vendredi 22. Comme d'habitude, donc, on voit les dernières news, le calendrier, puis les actifs. Alors, au niveau des news, le rebond violent des actifs risqués hier est vite retombé. Alors hier, c'était une séance assez hallucinante puisque on a une baisse lancinante qui passe de -1 à -1,5 à -2, -2,5. On a des indices qui commencent à déraper et puis on a un discours de Bullard aux États-Unis, un membre de la Fed. Et Bullard nous dit, si le pétrole fait un point bas rapidement, parce que la Fed escomptait que ce soit le cas, alors les marchés repartiraient rapidement. Et là, qu'est-ce qui s'est-il passé? On a vu le pétrole et le SP500 littéralement exploser en 2 heures de temps, reprendre plus de 2%, invalider les cassures de support journalières, tenir les supports, relancer vers les résistances et aller à pleine vitesse sur les résistances. On aurait pu croire hier matin qu'un signal de vente swing était donné. On aurait pu croire hier à 20 heures que le signe d'un point bas accompagné d'un vif mouvement, d'une vive réaction sur support était acté. Et il n'en est rien, puisque nous repartons de nouveau à la baisse ce matin, invalidant rien du tout en fait. C'est surtout que, comme on va le voir ensemble, il n'y a pas eu de signal journalier. Il n'y a pas eu de signal de cassure des plus bas à 4300 et il n'y a pas eu de signal de cassure des plus hauts à 4460. Je parle des résistances sur le 440. Le 440 est dans une zone de neutralité dans laquelle il y a des risques baissiers, mais c'est une zone de neutralité. Voilà. Donc si on casse la zone par le bas très clairement en données journalières avec, comme je vous l'ai expliqué hier, mais je le répète aujourd'hui, une hausse de la volatilité, une hausse du yen, une hausse de l'or, tout cela qui matérialise de l'aversion au risque et de la peur, alors si on clôture sous 4300 points, il y aura un signal baissier qui sera donné et plus de baisse à venir. Si inversement on arrive à tenir les zones, on repart, eh bien
Je préfère limite attendre de voir que le CAC tient 4300, remonte à 4460 et casse 4460 cette fois-là. Et là, on aura un véritable signal. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc je préfère attendre une sortie claire de cette zone. Pourquoi est-ce que les marchés sont sous pression? Alors les marchés sont sous pression à cause de la Chine, les marchés sont sous pression à cause euh, du pétrole, mais ils sont également sous pression à cause de l'attente des économistes concernant les résultats américains. Les résultats américains sont attendus en plus forte baisse, alors plus forte baisse depuis 2009, donc depuis 7 ans. Les résultats américains l'année dernière étaient déjà en baisse en fin d'année par rapport au début d'année. Les résultats américains sont un petit peu en train de faire un point haut graphique, si vous voulez. Ils sont montés pendant plusieurs années, puis ils se sont stabilisés à plat, et là ils sont en train de se retourner à la baisse. Voilà, donc difficile pour les marchés dans ces conditions-là de continuer de monter. Donc voilà, les velléités et les risques baissiers gagnent du terrain, c'est ce que je finis par dire ce matin, parce que voilà, le Japon, la Chine, le pétrole, les résultats US, tout ça, ce sont des ombres au tableau, ce sont des risques baissiers et en fait, étant donné que depuis le début de l'année, on a eu un signal baissier dès la première séance de l'année, étant donné les risques baissiers qu'il y a tant qu'on est sous résistance, eh bien, il vaut mieux, je pense, désormais attacher plus d'importance aux résistances qu'aux supports, tant que les résistances tiennent, quoi qu'il se passe dessous. J'ai bien dit quoi qu'il se passe, c'est-à-dire on peut perdre 8% une séance et le lendemain regagner 7. Vous pourrez me dire, Nicolas, là la réaction elle est ultra puissante, on vient de reprendre 7% après en avoir perdu 8, c'est un point bas. Je vous dirais non, tant que le haut de la bougie des 8% qui fait résistance ne sera pas cassé, c'est baissier. Voilà, prenez bien conscience que si on rentre dans un marché baissier, vous n'en avez pas vu depuis 7 ans. Il y en a eu un en 2001, il y en a eu un en 2008. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Une volatilité exacerbée, des gaps baissiers, des gaps haussiers ultra violents. C'est des périodes qui seront très dangereuses. Par contre, c'est des périodes où si on est baissier, vendeur, sous résistance et qu'on attache de l'importance non pas aux supports s'ils tiennent ou pas, mais aux résistances et qu'on est baissier tant que les résistances tiennent et qu'on les abaisse au fur et à mesure, alors c'est possible. Côté entreprise, Renault hier a perdu 22% en séance, jusqu'à 22% en séance. Donc avec un journaliste du Figaro qui m'a appelé, on a fait le calcul. Vous prenez la participation de l'État dans Renault, 19,7% de 25 milliards de capitalisation boursière. Vous prenez leur pourcentage dans Peugeot, vous additionnez tout ça. Hier, au plus bas en séance, l'État français perdait jusqu'à 1,2 milliard d'euros. Et donc Renault est invité par Ségolène Royal à rapidement réagir. Valorec va durcir son plan de restructuration de la même façon que CGG. Donc il y a possible restructuration de dette, possible augmentation de capital. Les parapétrolières doivent faire face en 2016 à un ralentissement des commandes, à un pétrole bas, à un pessimisme sur le secteur pétrolier et il faut qu'elles arrivent à tenir le choc. Orange reçoit le feu vert des autorités de la concurrence britannique pour le rachat de BT au UK, donc en Angleterre. EDF, Airbus, Safran, Air Liquide ont vu des changements de recommandations se faire sur leurs titres aujourd'hui par des agences de notation, enfin par des cabinets de recherche. Concernant les statistiques, hier on a eu statistiques d'allocation chômage qui étaient moins bonnes qu'attendues aux États-Unis. Aujourd'hui, pas mal de chiffres quand même pour terminer cette semaine. En plus, me semble-t-il, on est le 3e vendredi du mois, donc potentiellement les 3 sorcières. Donc, qui dit 3 sorcières plus statistiques nombreuses, dit volatilité au rendez-vous. 14h30 les ventes au détail et les indices de pré-production, c'est très important. 15h Dudley, donc de la même façon où hier Boulard, membre de la Fed, a manipulé le marché en quelque sorte, eh bien vous avez Dudley qui va parler aujourd'hui. 15h15 juste après production industrielle. Et dernière statistique d'importance de la semaine, à 16h, vous retrouvez le sentiment des consommateurs américains.
Alors, on va passer au graphique et étant donné que je suis pas là la semaine prochaine et étant donné que je veux être clair avec vous, voici une tendance baissière claire qui se dessine sur le 440 ces dernières semaines. On a un canal baissier ici dans lequel on est en train d'évoluer. On a donné un signal baissier en début d'année par le chandelier à -2 dès la première séance. On a donné un autre signal dès le mercredi de la rentrée par la cassure d'un support qui a été validé le jeudi par un gap baissier et vendredi par une clôture au plus bas. On a eu un début de semaine, cette semaine sans volume qui nous a permis de remonter pile poil sur cette résistance. Et qu'est-ce qui s'est passé sur résistance? Très violemment, les vendeurs se sont présentés. Hier, on arrivait sur support et je vous disais, je ne vais pas vous dire de vendre un support, mais voilà, les risques baissiers sont accrus. L'après-midi, un membre de la Fed a éternué en quelque sorte, il a dit une phrase plutôt punchy, on a eu 2% de rebond des cours très vifs. Mais comme je l'expliquais hier sur Twitter, eh bien, en tendance baissière, étant donné que les baisses sont violentes et profondes, les hausses sont violentes et profondes à l'image. Enfin, les baisses et les hausses sont violentes de toute façon en tendance baissière. Et donc, les remontées puissantes à la hausse sont à l'image des baisses violentes. Voilà. Donc hier, vous avez eu un support qui a été sauvé. L'enseignement que vous devez en tirer, c'est que seul un signal donné en cours de clôture est un signal valide et à prendre en compte. Je vous ai en plus expliqué hier que si la baisse n'est pas accompagnée d'une hausse de l'or, d'une hausse du yen et d'une hausse de la volatilité, c'est que ce n'est pas forcément un mouvement puissant. Et hier après-midi, force était de constater qu'il n'y avait pas tous ces éléments-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré la reprise des indices hier, malgré la tentative de reprise aux US, malgré le Nikkei qui se reprend, eh bien, on continue d'être lourd, d'être très lourd. La tendance est en place et elle est baissière. On est aujourd'hui vendredi, ce sera la clôture de la deuxième semaine. Autant vous dire que si on clôture sous 4300 et qu'on valide un signal baissier et qu'en plus on clôture au plus bas en clôture hebdomadaire, il y a des risques de dérapage en direction de la zone des 4000-4100 points. Je vous ai posté des interviews puisque je n'ai pas fait d'article ces dernières séances, mais j'ai fait des interviews pour boursier.com, pour Le Figaro, des interviews dans lesquelles j'explique qu'il y a beaucoup d'ombre au tableau et que tant qu'on sera sous l'ouverture annuelle, tant qu'on sera sous la zone des 4005-4006, on a plus de chances de revenir vers 4000 que d'exploser à la hausse. Voilà. La Chine pèse, il y a énormément de facteurs qui pèsent. Mais pour moi, les résultats d'entreprises américains, ça commence, ça y est, on s'en rend enfin compte, les entreprises américaines délivrent moins et ça pèse énormément dans la balance. Et si les résultats d'entreprises mauvais se valident dans les séances semaines qui viennent, alors prenons garde car les indices US pourraient alors fortement accélérer à la baisse. Alors Rachid me dit ne pas oublier la levée des sanctions pour l'Iran, c'est imminent. Je pense, Rachid, que vous parlez des sanctions sur l'Iran concernant le pétrole. Euh, alors, il faut savoir qu'en bourse, les marchés anticipent tout à 6 mois, 9 mois. D'accord? Donc, si vous voulez, les marchés, là, ils ne sont pas en train de regarder la consommation de pétrole à l'heure actuelle. Ils sont en train de regarder ce que pourrait être la consommation dans 6 mois, 9 mois. Dans les tableaux des économistes et des spécialistes du pétrole, le fait que l'Iran arrive dans 3 mois sur le marché et va de nouveau déverser 1 million de barils par jour, on le sait et c'est pas d'hier. Ça fait 2 mois que cette info est connue des cours et donc que ça pèse dans les cours, mais au jour d'aujourd'hui, c'est bon. On le sait, l'Iran va revenir sur le marché pétrolier. La bourse est dans l'anticipation. On le sait, ça. On va pas baisser pendant 3 mois jusqu'à ce que l'Iran, hop, se remette à déverser. Puis là, on dit, ça y est, c'est bon, on sait qu'il déverse. Donc maintenant, on le sait, donc ça peut remonter. Non, on sait que l'Iran, c'est dans les news, on sait que les stocks sont trop élevés, on sait que l'Iran va réapprévisionner le marché. Ce sont tous ces facteurs combinés avec le ralentissement chinois et le ralentissement économique global qui font
que ça baisse sur le pétrole. Christophe me dit, étant donné que nous sommes vendredi, il est possible que les haussiers ne se mettent pas en face. Effectivement, Christophe, on est vendredi, si les statistiques n'y changent rien, les acheteurs ne prendront pas le risque de contrecarrer les vendeurs un vendredi soir. C'est très simple en fait. Hier, par exemple, les acheteurs qui achètent hier se disent que si le mouvement haussier perdure aujourd'hui, ils vont pouvoir garder leur position acheteuse parce qu'ils seront en gain de 2-3% et ils pourront tenir pendant le week-end et ils seront moins effrayés par un gap baissier lundi. Alors que là, le rebond d'hier, il a fait long feu, on est en train de retourner sur les plus bas. Et donc, à moins d'une forte réaction avec les chiffres et d'une clôture au-dessus de 4300, eh bien, les acheteurs auront peur de se mettre en face et d'acheter avant la clôture, un peu comme un pari, parce qu'il y a trop de risques que ça dégringole, que ça glisse à la baisse sous les supports. Pour l'instant, c'est ce qui en prend le chemin. Nous avons une tendance baissière, on a eu un pullback sur résistance il y a 2 jours, on est en train d'enfoncer les plus bas, on pourrait accélérer d'ici la fin de la semaine, on pourrait continuer de baisser début de semaine prochaine. Je veux pas paraître baissier ou catastrophiste, etc. Mais il arrive souvent des choses quand je pars en vacances, et là je pars pendant une semaine. Si dans une semaine je reviens et que le CAC est sous 4000 points, je ne serai absolument pas étonné. On est dans un marché, j'ai l'impression, qui est dans une baisse lancinante et qui a besoin de se purger. Donc à moins que cet après-midi on réagisse violemment, on reprenne les 4300 points, on crée une base de soutien à proximité des plus bas de l'été et qu'enfin début de semaine prochaine on ait un news flow positif, il y a plus de chances que ça dérape plutôt que cela remonte. Voilà. Quand vous regardez le SP500, il a fortement chuté, il nous a fait des séances balayage dans tous les sens, merci, au revoir, et puis là il est en train de retourner de nouveau à la baisse. Il pourrait aller jusqu'à tester ses plus bas en clôture, et puis si ça ne tient pas, il pourrait y avoir une accélération vers les 1800-1820. Le Nikkei, je voulais le regarder aussi parce qu'il y a eu un commentaire intéressant de Rachid. De Paul. Paul me dit aussi la BOJ ne bouge pas. Donc voilà, là c'est le Nikkei qui baisse et le support majeur il est à 16 500 points. 16 500 points, c'est un seuil majeur pour la BOJ. Sous ce seuil-là, la BOJ va s'inquiéter parce qu'on aura cassé des supports majeurs et donc la probabilité qu'il y ait un mouvement d'une banque centrale sous cette zone-là est fort. Sur le 440, je pense déjà que les banquiers centraux regardent ce qui se passe. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une accélération sous 4200 en direction des 4000 points, voire une incursion sous les 4000 points pour que TF1 puisse écrire en grand le 440 s'effondre sous les 4000 points. Et là, Draghi sortirait du bois. Le SP500, 1800, c'est le support majeur de moyen terme. Je vais me mettre en données hebdomadaires pour vous montrer. Donc voilà, il y a eu un marché haussier jusqu'en fin 2014. 2015 aux US, c'était une année neutre. Là, on est en train de repartir à la baisse, tester les supports. Si la zone des 1800-1830, elle tient bien et qu'on repart, pourquoi pas? Par contre, si on attaque cette zone-là, alors la Fed aura tout intérêt peut-être à changer de discours et à dire « Nous ne monterons pas les taux en 2016 tant que les marchés seront sous pression ». Et je vous le donne dans le mille, ce que je vous expliquais déjà fin 2015, que les US ne monteront les taux peut-être qu'une seule ou 2 fois ou 3 fois maximum. C'est en train de se vérifier. La Fed a monté ses taux une fois en décembre. Elle nous a dit début d'année qu'elle allait continuer à le faire. Le problème, c'est qu'on va voir les résultats d'entreprises potentiellement se détériorer. Le problème, c'est qu'il y a des chiffres manufacturiers qui sont en train de se détériorer. Les chiffres de l'emploi étaient encore bons, mais c'est bien les derniers. Donc voilà, les nuages s'amoncellent telle une épée de Damoclès sur le SP500. Et en cas de cassure des 1800 points, je pense que ce sont des zones sous lesquelles les banquiers centraux sortiraient du bois. Moi, mon scénario, si vous voulez, c'est que les marchés vont aller mettre une pression suffisante sur les indices boursiers pour que les banquiers centraux, soit la BOJ, soit la BCE, soit la Fed, soient obligés de remettre la main au panier, ressortir des liquidités et refaire une piqûre aux malades qu'est les indices. Voilà.
Donc, dans les dernières émissions que je vous ai fait, on a fait des constats, on a dit voilà, on est sur support, voilà, on est sur résistance. C'est bien. À l'heure actuelle, il y a des personnes qui sont vendeuses en swing, je suppose depuis le début de l'année ou depuis le pullback ici, et puis qui pour l'instant sont contents. Si on valide la cassure des 4300 et qu'on accélère sous les plus bas de la semaine, alors vous aurez tout à fait raison et ce sera un beau trade. Concernant les acheteurs, si vous avez fait partie des acheteurs des 4300 points, c'était propre, c'était un beau seuil. Ça vous a potentiellement donné des gains ou bien ça vous a fait être stoppé à zéro. Euh, Moi, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas d'accélération de la volatilité de l'or, du yen et cassure des plus bas de la semaine qui correspondent aussi aux plus bas de cet été, bah, je me dis toujours qu'il reste un espoir. Je dis simplement que si vous êtes acheteur sur ces marchés, sur des supports de moyen terme. Alors attention, hein, vous avez aussi vos raisons à vous. Je ne veux pas paraître catastrophé, catastrophique. Je ne veux pas vous faire peur non plus. Je ne fais que voir pièce par pièce, si vous voulez, les éléments baissiers qui se mettent en place et qui se dessinent. Après, ils doivent être accompagnés de validation. Il y a aussi une chance selon laquelle, là, au moment où je vous parle, on fasse une deuxième mèche basse, on reclôture au-dessus de 4300 et ça tienne bien. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas, qu'on ne sait pas, et que anticiper ne sert à rien. Donc, soit vous êtes un trader de conviction, vous êtes vendeur sous résistance, vous êtes acheteur sur support, soit vous êtes un trader technique et vous jouez ces supports et ces résistances-là tant qu'ils ne cassent pas, soit vous attendez d'y voir plus clair, de voir si on bascule dans un marché de peur ou si on arrive enfin à se reprendre. Et en fait, il faudrait soit attendre la cassure des 4250 pour voir, constater que réellement le marché dérape, soit attendre une cassure à la hausse des 4460 pour vraiment qu'il y ait eu un rebond sur support et un redémarrage pour qu'on ait des signaux clairs. Voilà. Après les indices, donc je vais vous parler des matières premières. Il y a une matière première que tout le monde regarde en ce moment, c'est le pétrole. Le pétrole, quand il baisse, pèse sur les entreprises pétrolières, parapétrolières et fait baisser l'ensemble de la cote énergétique et les matériaux de base. Et inversement, quand le pétrole remonte, c'est l'ensemble des indices qui sont tirés à la hausse. Donc pourquoi est-ce que les indices repartent à la baisse aujourd'hui? Tout simplement parce que le pétrole repart à la baisse et il a même été tellement rapide à repartir à la baisse qu'on vient aujourd'hui, là, ce matin, de faire un nouveau plus bas de 12 ans sur le pétrole, un nouveau plus bas annuel. Donc on a toujours ce secteur pétrolier, l'énergie qui est tiré. Secteur énergétique, secteur pétrolier, secteur matériaux de base, tout ça c'est tiré vers le bas, les émergents sont tirés vers le bas. C'est ça aussi qui pèse globalement sur les indices boursiers. C'est que potentiellement, il y a des émergents qui vont rentrer en récession, il y a des producteurs de pétrole qui vont avoir des grands problèmes. On a vu la bourse de l'Arabie Saoudite qui a perdu 48% en quelques semaines. Donc ne regardons pas non plus juste notre petit nombril en Europe et aux États-Unis. En Europe, on est stable. Et pour tous les gérants de la planète, en ce moment, l'Europe, c'est génial parce que l'Europe, c'est stable et ça peut moins baisser que les autres. C'est pas que l'Europe c'est bien et que l'Europe fait de la croissance et qu'il y a du dynamisme, etc. Non, c'est que l'Europe, c'est la seule zone économique du monde où on attend des résultats neutres, plats, à zéro. Voilà. S'il y a bien un truc qu'on sait bien faire, c'est ça, c'est ne pas être volatile. La vieille France, les vieilles économies européennes, bon, au moins elles ont cet atout-là, c'est qu'elles sont stables. Voilà. Alors que aux États-Unis, ça ralentit dans les résultats, alors que ça ralentit dans les émergents, ça ralentit en Chine, etc. Voilà. Si vous voulez, après 7 ans de hausse sur les indices boursiers, avec des émergents qui ralentissent, l'énergie qui baisse, les indices qui ont énormément de place sous leurs pieds pour perdre 10, 20, 30%, et uniquement des banquiers centraux pour pouvoir sauver des marchés sous pression, eh bien, je pense que c'est une année 2016 très particulière qui nous attend. Et je pense qu'il y a des moments où il ne faut pas être en position. Par exemple, un investisseur de long terme pourrait se dire, voilà, moi, le CAC, il a démarré l'année à 4600 points, je n'achèterai un peu d'actions du CAC que s'il perd plus de 20% dans l'année. Et donc, j'achèterai du CAC si à un moment dans l'année, il vient vers les 3500, 3800 points. Par exemple.
Ou il y en a certains qui diront, bah moi, on m'a dit que l'ouverture annuelle baissière c'était très rare, elle s'est faite à 4600 points, eh bien je n'achèterai pas une seule action tant qu'on ne sera pas passé au-dessus des 4600 points. Voilà. Donc tout ça toujours pour vous. Je fais tout pour vous avoir tout dit pour que si dans une semaine je revienne 10% plus bas, il n'y ait pas eu trop de casse et que vous n'ayez pas trop à regretter. Euh, donc le pétrole, le bas de canal est vers 28 dollars. Plus on avance dans le temps, plus il sera bas. Donc ça peut être 27 dollars dans une semaine. Euh, voilà, sur le pétrole, je vous écrirai bientôt une analyse. J'ai contacté des spécialistes d'Elliott, d'Ishimoku, du chartisme et de l'analyse fondamentale. Pour la plupart, les objectifs moyens ressortent autour de 23 dollars et les extrêmes à 18 dollars. Voilà. Donc, dans l'analyse que je vais écrire, avec les 3-4 spécialistes que j'ai sollicités, les réponses qu'on m'a données, si vous voulez, pour des extrêmes de marché sur le pétrole se situent entre 18 et 23 dollars. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais ça veut dire qu'il y a encore de la place et ça veut dire que si on y va un jour, ce sera peut-être intéressant de regarder. Donc le pétrole, moins 4% en séance, forcément ça pèse sur les indices. Le palladium qui fait un nouveau plus bas annuel, ah non pas un nouveau plus bas, il avait rebondi un petit peu, il rebaisse maintenant. Donc le palladium, c'est un des métaux qui est le plus sous pression cette année, notamment parce qu'il est utilisé. Il est utilisé dans les pots catalytiques diesel. Et étant donné qu'en ce moment c'est un peu la crise du diesel, bah, le palladium est délaissé. Ah, le gaz. Donc le gaz, je suppose qu'il y a eu les stocks hier, qu'ils ont été supérieurs aux attentes et donc le gaz baisse. Alors il y a deux points clés très propres qu'il faut suivre sur le gaz. Il y a le petit rond que je vous ai mis ici, mais il y a aussi ça, le gap là. Donc vous avez ici, entre les deux qui sont un seuil psychologique, les 2,02, 2,04 le gap et les 2,05 le haut de canal, on arrive ici de nouveau sur du support. Voilà. Alors après, la tendance baissière n'est plus aussi forte qu'avant, mais elle est toujours en place. Est-ce qu'il faut repayer du gaz avant que les températures de janvier se tendent? C'est à vous de voir. En tous les cas, on avait identifié la hausse et le suivi de la hausse. Depuis que ça rebaisse, on a défini donc l'ancienne borne haute du canal à surveiller. Donc maintenant qu'on va y arriver, vous pouvez le surveiller. Quoi d'autre dans les matières premières? Le cuivre continue de baisser. Le cuivre, c'est le baromètre de la croissance chinoise, donc pas étonnant qu'il soit en baisse. Et puis, bien évidemment, on a l'or qui gagne un demi% aujourd'hui. Alors, c'est marrant parce que j'ai Christophe qui me dit, en tout cas, souvent l'analyse chartiste a raison. Alors, ce qui est rigolo, c'est, vous voyez, des graphiques comme ça, l'or, je ne l'ai pas regardé depuis une semaine. Il y a une semaine, je vous disais, l'or est en train de casser une résistance et pourrait donc rejoindre les 1100, 1110 et la MM100. On y est allé tout droit. Puis après, je savais que parce que les indices tenaient à l'horizontale, bah, que l'or serait retombé gentiment. Eh bien, aujourd'hui, alors qu'on se pose la question de savoir si les marchés vont redéraper, eh bien on voit que l'or, en tous les cas, est pile poil sur support. L'or est revenu tester son triangle dont les cours sont sortis, donc et les cours sont revenus tester cette zone-là. Donc si les indices dérapent, l'or pourrait de nouveau être recherché dans cette zone de prix-là et pourrait retourner en direction des 1108 et de là, et même 100 jours. Donc voilà, des risques toujours baissiers sur la plupart des métaux et des matières premières et un petit risque haussier sur l'or si les indices dérapent. Concernant les actions françaises, c'est quand même beaucoup plus fun les actions quand ça monte que quand ça baisse. Là, à la baisse, on a vraiment beaucoup de dossiers qui se font massacrer. On a Virbac. Alors ça doit être une baisse avec une news quand même, parce que c'est relativement violent. Donc Virbac, ici, je vous mets le graphique en données hebdomadaires. Donc vous pouvez voir qu'il y avait une chute violente, reprise violente, rechute violente. En ce moment, elle est très volatile.
Donc là, il y a dû y avoir très certainement une annonce pour qu'elle perde 10% en séance. Vallourec, bah, quand vous avez le pétrole à -4, Vallourec fait -10. C'est avec les parapétrolières que sont Compagnie, donc CGG Veritas et Morel et Prom. Donc vous voyez, c'est les trois lanternes rouges hein, du tableau. Vallourec, Compagnie, CGG et Morel font entre -6 et -10 ce jour. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand le pétrole s'était stabilisé il y a 3 mois, je vous ai parlé de CGG, Vallourec, etc. à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises, on a joué des rebonds techniques qui ont fonctionné. Ça fait maintenant un mois que je vous parle beaucoup moins de ces valeurs-là, parce qu'elles sont trop baissières, trop violentes, etc. Alors, c'est pas qu'elles ne m'intéressent pas, mais comme je vous l'ai expliqué il y a maintenant des mois, le pétrole pourrait passer de 30 à 20 et perdre 30%, que elle pourrait être divisée par deux, voire perdre 70% de leur cours. Parce que si le pétrole descend à 20, c'est des sociétés qui seront proches de la faillite. Donc, s'intéresser aux pétrolières à certains moments sur des seuils clés quand le pétrole réagit, oui. S'intéresser aux pétrolières, réussir à prendre des gains de 5, 10, 15, 20, 25% et les encaisser, oui. Mais acheter des pétrolières à long terme en croisant les doigts très fort, ça, je ne l'ai jamais dit. Donc on voit aussi Technip qui baisse, on voit Renault qui baisse. Donc Renault, j'ai été interrogé hier par des journalistes et mon point de vue a été très clair. Un, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a des fraudes, des rumeurs sur les émissions, c'est qu'il y a très certainement un souci, peut-être mineur, mais il y a un souci. Deuxièmement, il n'y a pas de réaction très forte de la part de Renault. Deuxième souci. Troisième souci, on sait très bien qu'il y a un problème avec le diesel en Europe, donc il faudrait peut-être crever l'abcès. Hier, donc, la société perdait 20% en séance et certains journalistes disaient alors, est-ce qu'on va remonter à zéro à la fin de la séance? C'est très volatile, peut-être que c'est un piège. Bon, c'est peut-être rigolo à commenter, mais moi je pense aux actionnaires de Renault qui voient ça, qui voient 20% de baisse en séance, qui voient que ça remonte à -10 et qui se disent ouf, ça va remonter. Eh bien non, non, non. Dès hier et encore dès ce matin, je le répétais, le fait que le marché boursier, les rumeurs étaient jetées sur Renault, et ben Renault n'attrape pas les rumeurs et puis les rebalance dans un puits ou dans un trou. Hein. Ça va leur coller à la chaussure. Quand le mal est fait en quelque sorte sur Renault, si vous voulez, peut-être que si on prouve que Renault a triché sur les émissions et qu'il se retrouve à payer des amendes, bah, elle perdra 30%. Mais même si elle n'a pas triché, elle va rester sous pression. Aujourd'hui, vous êtes gérant de fonds et on vous dit voilà, tu as le choix entre acheter du Renault qui a bien performé l'année dernière ou acheter du Peugeot qui a un peu moins bien performé mais sur laquelle il n'y a pas de rumeur. Laquelle tu achètes? Bah là, le gérant, bien évidemment, il va acheter Peugeot. Il ne prendra pas le risque d'acheter Renault, celle sur laquelle il sait où à tout moment il y a confirmation de la rumeur qui pourrait tomber et donc baisse des cours qui pourrait s'intensifier. Voilà. Et puis dans les hausses, bah, on n'a pas grand-chose. Alors on a Casino qui prend 4%, tiens, ça c'est rigolo. Casino qui se bat pour tenir le choc, malgré donc cette société américaine qui avait dit que le titre valait 7 euros. Après on a du Zodiac, du Air France, donc les titres qui montent depuis le début de l'année, Ubisoft. Donc il y a dans le top 10, il y a des dossiers massacrés qui se reprennent comme EDF et Casino. Il y a des bons dossiers qui montent depuis ou qui sont soutenus ces derniers temps comme Ubisoft, comme Plastic Omnium. Et il y a des dossiers qui font des rebonds techniques en ce moment comme Immedia ou comme Air France KLM. Donc voilà, vous savez à quoi vous en tenir sur les actions, les matières premières, on en a parlé, les indices, on a fait le tour, je jette juste un œil de nouveau. On est sur les supports, de toute façon, comme je vous l'ai dit, à moins qu'on perde 1 ou 2%, qu'on donne un signal clair, ou bien qu'on reprenne 5% et qu'on donne un signal que les acheteurs sont là, j'ai tout mon temps. C'est un marché qui est complexe, qui fait tourner la tête.
Dans ces cas-là, il faut augmenter les bornes de surveillance, c'est-à-dire plutôt que vous dire que le CAC il évolue entre 4003 et 4460, bah vous vous dites, moi je fais rien entre 4002 et 4005. Voilà. Comme ça vous épargne des péripéties, potentiellement des bêtises. Il y a une devise en particulier dont je voudrais vous parler ce matin et qu'il faudra surveiller en cas de dérapage des marchés boursiers. Ce serait l'euro-dollar, car l'euro-dollar a déjà montré des signes de force cette année. Il a déjà montré des signes de force depuis l'année dernière. Ces dernières séances, il a tenté de s'échapper à la hausse, mais pour le moment, ça tient. L'euro-dollar, en fait, pour moi, il est inversement corrélé au risque. Donc, si on a des marchés boursiers qui lâchent, l'euro-dollar pourrait s'envoler. De la même manière que quand la Chine a fait peur et que les indices boursiers sont tombés au mois d'août, vous avez l'euro qui s'était envolé de 700 points en 4 séances. Eh bien, si à tout moment les indices baissent, si par exemple vous n'arrivez pas à jouer les indices à la baisse parce que c'est psychologique, vous pouvez regarder par exemple l'euro-dollar. Parce que si l'euro-dollar casse la zone des 1,0950, 1,0970 et commence à accélérer à la hausse, là on aura un signal plutôt clair. L'euro-dollar est actuellement dans une sorte de drapeau, c'est-à-dire qu'il a donné un mouvement haussier fort, il est dans une consolidation dans un canal baissier à faible pente. S'il en sort, il y a toutes les chances qu'on soit dans un drapeau, et si l'euro-dollar est dans un drapeau, l'objectif théorique de hausse ressort à 1,14. Et 1,14, c'est revenir en fait vers les plus hauts de l'année dernière qui se situent dans la zone des 1,15. Il y a eu un excès à 1,17, mais il y a eu plusieurs touchettes à 1,14, 1,15. Et bien voilà, vous le savez, si ça déraille sur les marchés, l'euro-dollar 1,11, 1,13 et 1,14 comme objectif théorique de cette figure. Sinon, quoi d'autre sur les monnaies? L'euro est fort et le pétrole faible, donc l'euro-CAD est une des paires qui s'apprécie le plus. C'est normal. Donc ces dernières séances, c'est littéralement une fusée, cette paire. Donc l'euro-CAD monte déjà parce que le CAD baisse. Imaginez ce que ce serait si l'euro montait en plus en parallèle. Voilà. Dans les plus fortes baisses, on a l'AUD et le NZD. Donc l'AUD est en train de casser ses plus bas annuels et de donner un signal baissier de continuation qu'il faudra confirmer en cours de clôture. Le NZD qui tient un petit peu mieux que l'AUD. Vous voyez, l'AUD, il est là en fait. Il est à l'équivalent sous ses plus bas annuels. Le NZD, il est 300 points au-dessus. Donc le NZD est un petit peu plus fort. Mais il suit, hein. Il a échoué là-haut, il a cassé 0,66, cassé 0,6450, donc il continue de valider des signaux. C'est pas parce que le NZD baisse depuis 8 séances qu'il va s'arrêter de baisser, hein. C'est pas parce qu'il en baisse depuis 14 qu'il va le faire non plus. Le NZD, c'est une monnaie qui est très directionnelle. Tant que le NZD évoluera sous ça, ce sera fortement baissier. Et après l'USD Yen quand même, il faut que je vous en parle avant de partir en vacances. L'USD Yen est à 117,50. Donc l'USD Yen a cassé les 118,50 dont je vous parlais en début d'année. Tout comme les indices boursiers européens, il s'est mis dans une latéralisation des cours depuis 5 séances. Et s'il y a du grabuge, s'il y a des mauvais chiffres et que ça décale à la baisse sur les actifs, le support majeur de moyen long terme, ce sont les 116 sur l'USD Yen. L'USD Yen depuis 2 ans et demi est dans un range. 2 ans. Ah non, ça fait que 1 an et 3 mois, excusez-moi. Ça fait 5 trimestres. Si l'USD Yen accélère à la baisse et casse les 116 c'est les plus bas de décembre 2014, janvier 2015 et août 2015, autant vous dire que c'est un signal ultra puissant et qu'on peut se retrouver très vite de 116 à 110. Voilà, 110 c'est la prochaine zone par la suite sur laquelle les cours pourraient retourner
Voilà, on a eu un quadruple échec à 123, une accélération baissière des courbes parce que la BOJ n'avait pas fait de QE supplémentaire, ensuite une nouvelle accélération baissière des courbes parce que les indices baissaient. Si les indices se reprennent et qu'on repart à la hausse par magie, ce qui est encore possible et qui serait peut-être préférable, bah, l'USD Yen recassera les 118,50 et alors on mettra à plus loin les velléités baissières. Si par contre on accélère vers les 116, on augmente le risque et sous les 116, là, c'est la Bérésina. Voilà. Je vais maintenant répondre à vos questions pour finir cette présentation. J'avais pas vu que je vous parlais déjà depuis 40 minutes, mais comme ça je suis sûr que vous avez toutes les clés en main avant que je parte. Go me dit le pétrole enfonce les 30 et le Stoxx les 3000, c'est maintenant le rebond ou alors? Bah Go, je pense que tu as compris, hein, j'ai expliqué déjà hier que les indices étaient faibles, malgré la reprise en séance, bah c'était pas, il n'y avait pas de signal haussier. Voilà, si tu regardes mes dernières émissions, je pense mes 9-10 dernières émissions depuis le 1er janvier, il y en a 8 sur 10 où je suis quand même particulièrement baissier, particulièrement précautionneux sur les achats et sur les risques de dégringolade. Jean-Jacques, non, personne ne va me remplacer pour la matinale car je suis unique, mais ça viendra peut-être dans 6 mois quand j'aurai formé mon second qui pourra vous faire à la limite les émissions. Paul nous dit Boulard d'hier c'était un peu de la manipulation. Oui Paul, je trouve ça très limite. Christophe donc sur le fait que les acheteurs auront plus de mal à se montrer un vendredi, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai. Ensuite, Christophe me dit on risque d'aller chercher l'oblique baissière sur le pétrole à 28. Oui. Christophe, nous ne pouvons pas anticiper la chute des marchés sans prendre en compte les grosses réserves de liquidités, sachant que les actions sont les seuls actifs qui ont des possibilités de rendement aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Oui, Guy. Et c'est pour ça que l'année dernière, les actions ont été privilégiées par les opérateurs au détriment de d'autres actifs par défaut, parce qu'il n'y avait que ça à faire. Mais ça n'empêchera pas les marchés de déraper de 20% s'il y a des mauvaises nouvelles. Voilà. Paul me dit Draghi la semaine prochaine, point d'interrogation. Me semble-t-il, oui. Et c'est théoriquement une réunion de la BCE à laquelle Draghi dira rien du tout, puisqu'il avait dit attendre jusqu'au mois de mars pour éventuellement augmenter le quantitative easing. Donc autant vous dire que si les marchés sont baissiers, se font peur, accélèrent sous les supports et que Draghi jeudi prochain ne dit rien, qui dit pas qu'il va venir aider, qui dit pas qu'il va rajouter des liquidités, là les marchés vont vite lui faire comprendre qui c'est le patron. Christophe me dit, peut-on envisager une émission quotidienne à l'ouverture des États-Unis, l'américain, pour faire le point l'après-midi? Oui, Christophe, ça viendra peut-être plus tard. Pour l'instant, vous avez remarqué que quand vous allez dans la rubrique formation du site de CMC Market, avant on n'avait qu'une émission quotidienne. Maintenant, on a une émission quotidienne, plus des webinaires hebdomadaires, plus des webinaires mensuels pour le NFP, plus des webinaires mensuels pour les invités spéciaux, comme hier soir j'ai invité Sacha Pouget sur les biotechnologies, plus je ferai les BCE quand je serai là, puisque là je ne suis pas là exceptionnellement. Donc ça fait déjà une émission quotidienne, plus 4 émissions hebdomadaires, plus 3 émissions spéciales par mois. Donc ça fait 27 émissions par semaine. À ça, vous rajoutez un petit point l'après-midi, peut-être de 5-10 minutes. On est à 32 émissions. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à côté des émissions que je fais, j'écris des papiers, je fais des interviews pour la presse, je passe sur TV Finance, sur BFM, ce soir je passe sur Radio Classique. Je ne peux pas être partout non plus, mais je ferai mon maximum, sachez-le. Voilà, sur ce, merci à tous donc d'avoir été présents à cette matinale. Merci à tous d'être présents à ces émissions sur Twitter, par email. Merci à ceux qui étaient là hier pour l'émission sur les biotech.
C'est avec un grand plaisir que je laisse le marché choisir sa direction et que je prends quelques jours de repos. Et je vous retrouverai avec grand plaisir et une motivation retrouvée à 200% lundi 25 janvier. Voilà, sur ce, passez tous une agréable séance, bon trading à tous, bonne semaine pour la semaine prochaine et je vous retrouve donc lundi 25. Au revoir à tous.